Nous sommes le lundi, 6e jour du mois de juillet 2020. Il sonne 11h et c'est l'heure du club de la presse. À vous toutes et à vous tous qui nous écoutez un peu partout dans le monde entier sur les 5 continents grâce aux radios numériques Ebony Radio, Radio Gamele ou encore l'application Canal FM. Vous qui nous écoutez à Dapan sur Radio Courtoisie, à Niamtougou sur Radio Sama FM, à Bassa sur les antennes de Radio Daoul, à Sokoré encore sur Radio Centrale FM ou à côté ici à Neho avec Radio Lumière et naturellement les auditrices auditeurs de Canal FM, vous êtes tous les bienvenus. Je voudrais exprimer une pensée de fierté et de reconnaissance à toutes les forces vives du canton de Hauteuil, des chefs traditionnels, des notables, les jeunes et les femmes. On s'était réunis hier pour nous retrouver d'abord et puis plancher sur les préoccupations du canton de Hauteuil, le tout dans le strict respect des normes barrières. Salut à vous. À la technique avec sa barbe que vous saurez apprécier, c'est Don Piero Garo Suleiman. Et pour le côté numérique de l'enregistrement, c'est Gérald Akoucha. Et pour le studio autour de la table, commençons dans l'ordre du plus petit au plus grand. Didier Asogba du média en ligne Togo Breaking News, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés en studio. Merci. Le premier de ces aînés, c'est Moro Aliro Chakala de Courrier de la République, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous. Et le grand frère de tout ce studio, c'est Jacques Djakouti Lemane. Le micro Sass Lemane. La fière. Merci. Nous devrions avoir un invité de la coordination nationale à la riposte, mais au tout dernier moment, il nous a saisi qu'il a une urgence, mais le club de la presse s'animera bel et bien. Et au menu de cette émission, c'est encore et toujours la stratégie de riposte à la Covid-19, pendant que le gouvernement a prorogé l'état d'urgence pour 45 jours, pendant que nous connaissons à présent les dates des examens officiels, pendant que les hommes de Dieu plaident pour la réouverture des lieux de culte, et pendant que on assiste à une flambée encore de la contamination un peu partout dans le monde, tout cela sera au menu du club de la presse. Et naturellement, quelques questions de proximité. Eh bien, comme c'est une tradition, commençons par la pensée du jour. Mais dites-moi d'abord, Jacques, Aliro et Morou, lequel d'entre vous a grandi vraiment au village avec sa grand-mère? Moi, j'ai grandi au village. Au village? Oui, avec et la Didier? grand-mère. Oui, j'ai grandi, j'ai fait de nombreuses années au village, j'ai fait jusqu'à 17 ans au village. Très bien, alors rentrons au village de nos enfances, surtout en ce temps de pluie où nous étions à côté du feu pour nous réchauffer. C'est tout cela qui a inspiré Amadou Ampateba dans sa pensée du jour. Il dit: si tu sais supporter la fumée, tu te réchaufferas à la braise. Yeah. Si tu sais supporter la fumée, tu pourras te réchauffer à la braise. Didier, vous retrouvez bien dans la scène avec votre grand-mère à côté du foyer au village à Couvé. Oui, naturellement. Bon, j'ai pas eu la chance de voir mes deux grandes-mères, ma grand-mère paternelle. J'ai vu au moins ma grand-mère maternelle. Mais, ok, d'accord. Ok, je l'enlève alors. Mais j'ai eu la chance de faire le village avec des tantes et un peu avec le père. Où en ces périodes justement, surtout que il n'y a pas de classe, vous vous retrouvez carrément au champ
très loin du village, à une dizaine de kilomètres du village. Donc, vous, pour les soirs, ce qu'il y a à faire, et surtout que nous sommes pratiquement dans la mousson actuellement, vous vous mettez autour du feu. Et autour du feu, naturellement, il y a cette fameuse fumée qui montait en même temps que les braises donc prenaient. Et vous vous réchauffez carrément autour de ce feu-là. Et comme ça sait bien faire en Afrique, il y a les grands frères qui sont là pour vous raconter des contes. Et les contes pour juste vous distraire. Et des fois même vous dormez sans savoir que vous êtes autour du feu. Et c'est vraiment génial. C'est la magie africaine, c'est vrai que dans la ville, ceux qui ont grandi à la ville ne peuvent pas témoigner de cela, mais c'est nostalgique, surtout que nous sommes dans la période indiquée actuellement. Merci. Hein. Si tu sais supporter la fumée, tu pourras te réchauffer à la braise. Cette scène au village, en ce temps de mousson, avec la particularité que le feu était allumé avec du bois, avec beaucoup de fumée, mais on trouvait toujours le temps de griller et le maïs frais et l'arachide dans le foyer. Scène vraiment nostalgique. Malheureusement, une scène que nos enfants qui grandissent ici en ville ne connaîtront jamais, Jacques. Je suis d'accord avec toi, Sass. Vous savez, comme Didier l'a dit, chez nous, c'était au fait la patate douce. Vous savez, on met le fumet des bœufs, et puis vous savez, ça donne vraiment un bon feu. Et on met la patate douce sous ce feu, et puis vous causez. Et jusqu'à la fin de la causerie, la patate douce est prête, et puis vous prenez. Mais c'était vraiment succulent. Je crois que c'est vraiment une très bonne chose de vivre au village et de voir les réalités des parents, de voir les réalités des frères qui vivent au village. Je crois que c'est comme si quelqu'un pourra vous dire que avant d'accéder à sa propre maison, il faut toujours passer par les maisons de location. Je crois que c'est vraiment une bonne expérience par rapport à cette situation. Merci, mais la pensée du jour plutôt, c'est Amadou Kourma. Je disais tantôt en pâté bas, non, c'est Amadou Kourma qui a écrit que si tu sais supporter la fumée, tu pourras te réchauffer avec la braise. Mais cette pensée va au-delà du village. C'est pour dire que dans toute la vie, il faut souffrir un peu pour avoir le résultat escompté, n'est-ce pas, Lirumoru Tchakala? Oui, absolument. Tout ne se donne pas sur un plateau d'or. Avant d'atteindre certains objectifs, il faut savoir escalader des obstacles qui vont se dresser sur ta voie. Donc, c'est en ayant cette force, ce courage de les traverser, de les transcender, tous ces problèmes-là, que on arrive à atteindre les objectifs. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que je veux devenir ci sans se donner les moyens de choses. Donc, les obstacles, c'est la fumée. Maintenant, l'objectif, c'est de se réchauffer avec la braise. Donc, voilà, c'est bien imagé, mais bon, je crois que ceux qui ont fait le village pourront mieux se retrouver dans cette pensée d'Amadou Kourma. Merci plutôt Amadou Kourma qui nous ramène dans nos villages. Didier Akouvé-Goli, moi Haotwe, Jacques Jakouti, dans son village Peul, au nord du Togo, et Tchakala, votre village c'est? Non, c'est Bafilo. C'est Bafilo. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, la stratégie de riposte à la Covid-19, commençons par les dernières nouvelles, ces dernières nouvelles qui sont déjà vieilles de quelques jours. L'état d'urgence, nous savons à présent depuis vendredi que le gouvernement a sollicité et obtenu l'approbation de la Cour constitutionnelle pour l'état d'urgence qui se trouve prorogé pour 45 jours. Nous en avons jusqu'au 16 août prochain. Alirou? Oui, c'est le gouvernement ne s'est pas levé par saute d'humain pour décider de cette rallonge. Après 3 mois, si le gouvernement estimait qu'il y a encore mieux à faire pour contenir la pandémie, bon, ils ont des indicateurs, ils ont des indices concordants qui les poussent à encore proroger. Donc, 45 jours, ça fait 1 mois et demi. C'est pas de gaieté de cœur, comme je l'ai dit dans un de mes articles. Et cette pandémie a le mérite de mettre tout en berne. Au même moment qu'on lutte contre le mal, il faut aussi mobiliser les ressources. Maintenant, avec cet état d'urgence, vous conviendrez avec moi que le pays ne tourne pas à 100%, tout est au rabais. Et puis,
on dépense plus que ça nous rentre. Donc, je crois que le gouvernement a mis la santé et la vie au-dessus de toutes les préoccupations. Sinon, c'est difficile de proroger, mais il faut le faire au nom de la vie, parce que il faudrait que les gens vivent d'abord pour que tous les aspects liés au développement puissent être concrétisés. Donc c'est difficile, c'est pas de gaieté de cœur, on l'a pas fait par rapport à ce que nous attendons, les spéculations, non, c'est que le président est confronté à certains problèmes, c'est pour qu'on prolonge, non, c'est pour la vie. Parce que on a vu, les indicateurs sont là, la contamination est en train de flamber, et pour renforcer le gouvernement par rapport à cette rallonge, vous avez vu, il y a encore eu un cas de décès de 13, nous sommes aujourd'hui à 14, ça veut dire que à 15, bon, le mal est encore là, et il faut se donner les moyens et le temps de tout aplanir avant que les activités ne deviennent normales dans le pays. Lequel gouvernement dit à chaque fois s'appuyer sur les avis du conseil scientifique avant de proposer telle décision. Et ce matin même, nous apprenons que le chef du gouvernement rencontre le conseil scientifique pour se faire briefer sur certaines données d'ordre purement médical et scientifique. Didier Assogba, l'état d'urgence prolongé jusqu'au 16 août prochain, mais il n'y aura plus de bouclage d'une zone à l'autre. Le couvre-feu est également levé, mais lequel gouvernement nous rappelle encore une fois que non seulement le cache-nez est obligatoire, mais nous sommes vivement exhortés à nous conformer aux mesures barrières, même si ce n'est pas tout le monde qui les respecte. Non, de toute façon, là où on est actuellement, le gouvernement fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il peut d'ailleurs. Comme tous les autres gouvernements à travers le monde, il n'y a pas de solution magique à cette pandémie. Et ça, tout le monde le sait. Et ce qui est normal et ce que chacun doit comprendre, c'est que on est dans une situation naturellement de sauve qui peut. Il faut savoir prendre conscience pour se sauver. Parce qu'il n'y a pas de médicaments qui traitent, il n'y a pas non plus de vaccin de prévention contre cette maladie-là. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que chacun prenne conscience et que chacun comprenne que la maladie est bien réelle. C'est ce que je constate, c'est ça. C'est un peu comme un déni de la réalité de la part de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, quelquefois même de nous-mêmes. C'est-à-dire que des fois, vous faites vite de retourner dans les anciennes habitudes, vous oubliez de porter le cache-nez. Peut-être que si une urgence ou une obligation quelque part vous rappelle à la réalité, vous retournez pour prendre le cache-nez. Mais il faut que chacun prenne conscience, parce que si on continue de vivre dans ce déni-là, ça va être grave. Ça va être grave dans les jours à venir. Qu'on proroge l'état d'urgence ou pas, qu'il y ait couvre-feu ou pas, je pense que ce n'est pas non plus des mesures ces mesures permettent juste au gouvernement de prendre des dispositions, des mesures exceptionnelles et des mesures quelque peu contraignantes, notamment quand on nous oblige à porter, le gouvernement dit que le port du cache-nez est obligatoire aujourd'hui. Je pense que c'est par rapport à l'état d'urgence et à la pandémie. Mais si nous-mêmes, en tant que citoyens, population, on ne prend pas conscience de la réalité, de ce que cette maladie-là est bien réelle, qui chope des gens qui vont faire des jours, qui souffrent d'ailleurs. C'est pas parce que des gens guérissent qu'on va dire, bon, mais même si je chope ça, on a entendu des gens dire, bon, que je vais au CHR Lomé commune, l'État va me nourrir, et on va prendre soin de moi, je reviendrai. Mais tout le monde ne revient pas. Malheureusement, on a perdu 15 personnes, mais la douleur que des gens ont subie, on a suivi quelques témoignages de ceux qui ont contracté cette maladie avant d'être guéris. La douleur que cette maladie vous inflige, moi je ne peux pas supporter. Et donc j'exhorte chacun de nous, les Togolais, chacun en ce qui le concerne, à observer strictement les mesures barrières. Et si vous observez les mesures barrières, vous vous protégez vous-même, vous protégerez également vos proches. Merci. Alors, la douleur que ressentent les malades, mais que dire des souffrances de leur entourage? Imaginez quelqu'un, un homme qui a contracté cette maladie, vous imaginez sans peine l'état d'âme de son ou de ses épouses, de ses enfants, de ses frères et sœurs, de ses collègues de bureau. Encore une fois, mieux vaut la prudence. Et Didier disait tantôt que on n'a pas encore trouvé ni de sérum, ni de vaccin, mais Dieu seul sait comment le laboratoire et le monde universitaire se bat
vous rappelez, la semaine dernière, la commission ad hoc de riposte à la Covid que l'Université de Lomé a créée a annoncé que 4 projets de médicaments feront l'objet de tests sanitaires incessamment. Nous devrions en parler avec un invité aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Jacques Diakouti, l'état d'urgence projet, ça officiellement on le sait, mais ce sera, il y a dit tantôt, il n'y a plus de bouclage de zone, il n'y a plus de couvre-feu non plus, mais le gouvernement, le chef d'État avait annoncé des mesures pour accompagner les couches vulnérables en matière de 40 kWh pour les abonnés à CET, de 10 mètres cubes pour les abonnés à la TDE. Bon, c'est des engagements qui auraient dû formellement prendre fin le 30 juin dernier, sauf que la fin de ces mesures n'a pas été formellement actée. Oui, je suis d'accord avec vous, et puis c'est à ça qu'on devait effectivement s'attendre. Vous savez, on avait décrété l'état d'urgence. Moi, je crois que s'il fallait renouveler encore l'état d'urgence, il fallait d'abord communiquer. Nous avons vu, entre-temps, on a dit que le Premier ministre a adressé une requête à la Cour constitutionnelle qui a finalement donné l'avis favorable pour qu'on puisse encore proroger l'état d'urgence. Mais ce qu'il y a dans la cagnotte aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on met dans l'état d'urgence aujourd'hui. Du moment où il n'y a plus le couvre-feu, il n'y a plus les restrictions des déplacements au niveau des régions, les déplacements interurbains, il n'y a plus ce problème. L'autre aspect maintenant qui reste seulement à corriger, c'est l'ouverture des églises, l'ouverture des frontières et puis les aéroports. Je crois que c'est ce qui reste seulement à faire. Personnellement, je ne voyais pas une fois encore l'utilité de pouvoir encore prolonger l'état d'urgence. Du moment où il n'y a pas ce jour où vous n'allez pas voir les médecins qui vont sur les médias, un peu partout pour la sensibilisation. Si, la campagne de sensibilisation continue. C'est ce que j'ai dit, ça continue, c'est ce que je voulais dire. Il y a, tous les jours, les gens le font. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on met aujourd'hui dans l'état d'urgence. Je ne sais pas si c'est par rapport à des ordonnances que le gouvernement doit prendre pour exécuter peut-être certaines décisions, si c'est ce côté, d'accord. Parce que, vu ce qui s'était passé pendant les mois qu'on a eu avec l'état d'urgence, je crois que le gouvernement devait retourner à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour faire le point de ce qui s'est passé par rapport sur les 3 mois. Mais il n'y a pas eu, on n'a pas vu le gouvernement aller vers l'Assemblée nationale pour dire pendant ces 3 mois, voilà ce qui s'est passé. Et nous demandons à ce que, on prolonge, mais on a dû passer directement à la Cour constitutionnelle pour proroger une fois encore l'état d'urgence. Parce que quand on dit ça, avec ce qui se passe avec l'état d'urgence, il faut reconnaître que tout est au ralenti. Et tout est au ralenti parce que quand vous prenez par exemple les entreprises, vous prenez aujourd'hui nos commerces, tout est bloqué. Rien ne marche par rapport à cette situation parce que du moment où les frontières sont fermées, du moment où l'aéroport, les cargos, les vols ne viennent plus, vous voyez que tout est stationnaire, rien ne marche. Il faudrait, entre-temps on avait annoncé que l'ouverture des frontières, ça devait être le 1er juillet. C'est une mesure convenue au sein de la CEDEAO que les frontières allaient être progressivement ouvertes dans l'espace CEDEAO courant le mois de juillet. Voilà, mais jusque-là, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a plus d'informations. On voit que les frontières restent toujours fermées. Et on a appris que d'autres pays vont commencer à ouvrir, ne serait-ce que l'espace aérien à partir du 15. Et c'est le cas du Togo et du cas du Sénégal. Mais d'autres pays, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je crois que c'est vraiment un blackout total au niveau de la gestion de cette Covid. C'est vrai que c'est une maladie qui est venue bouleverser les donnes. C'est une maladie qui est venue bouleverser l'ensemble des stratégies que chaque pays avait par rapport à son économie. Mais il est important que chaque pays s'organise, comme le Togo l'a fait. Une fois encore, il faut féliciter le conseil scientifique pour le travail qu'ils sont en train de faire. Mais quelque part, il manque une fois encore ne serait-ce qu'une organisation au niveau de la communication de ce qui se passe réellement dans notre pays par rapport à certains faits et par rapport à certaines situations. Communication, transparence également. En principe, le vendredi, le gouvernement aurait dû sortir un communiqué officiel qui porte décret qui prorogeait l'état d'urgence. Ça n'a pas été fait officiellement. C'est nous les médias qui nous trouvons obligés de nous substituer à la communication gouvernementale. Autre sujet également,
sur lequel on aurait attendu le gouvernement, c'est le fonds de solidarité, justement, dont le chef de l'État avait annoncé la création. A priori, c'était 400 milliards de francs CFA. Tchakala, en principe, le citoyen que nous sommes en droit de savoir sur les 400 milliards ce que l'État a pu mobiliser, comment ça a été mobilisé, en entendant de nous voir à quoi ça a été affecté comme dépense. Oui, la gestion de la pandémie même nécessite des moyens très considérables. Et c'est pour gérer cela qu'il a été demandé à tous les citoyens de mettre la main à la poche pour contribuer à l'effort de guerre. J'estime que nous sommes en guerre contre un mal et tous les Togolais sont concernés. Mais ce qui est un peu curieux, c'est l'opacité qui entoure la gestion de ces fonds. Combien rentre, combien sort, depuis que cela a été lancé, combien a été mobilisé et les dépenses qui ont été faites. On peut comprendre. Mais pour ce qui est en train de rentrer, il n'y a pas longtemps, on suivait régulièrement à la télévision les communiqués portant les dons de ceci, de celui-ci et dons de celui-là, aussi bien en nature qu'en espèces. Non, je crois que c'est quelqu'un qui a la responsabilité de gérer tout cela. Et je crois que c'est le président même de la République. On ne voudrait pas voir le président de la République tous les jours nous faire le point. Mais les fonds sont logés au niveau de Coris Bank et puis il y a un compte au niveau du Trésor. Ça ne coûte absolument rien que chaque jour on nous fasse le point. Les entrées, oui, on sait que certains disent que la moitié a déjà été mobilisée, soit 200 milliards de nos francs. Maintenant, ceux qui ont donné, on veut bien les connaître, c'est des généreux donateurs. Ils ont contribué à un effort. Maintenant, ce qu'on est en train de dépenser par rapport aux besoins pour la lutte, il faudrait qu'on nous fasse aussi un état des lieux. Et puis, il y a un autre aspect que j'avais bien voulu soulever, et je crois que j'en ai fait cas dans l'une de mes parutions. En fait, quand il y a une situation qui prévaut dans un pays, je crois que les banques nationales doivent être privilégiées. Aujourd'hui, on a vu que on a demandé à ce qu'on aille loger les fonds au niveau de Coris Bank. Alors qu'on a des banques nationales qui ne sont pas encore privatisées, des banques qui peuvent aujourd'hui... Vous parlez de la BTCI, la BTCI, c'est pas parce que Coris Bank a eu de plus grands coffres que les autres banques, c'est pourquoi ça a été décrété. Donc, on doit nous expliquer au nom d'une certaine transparence qu'on voulait. Au moment chaud, c'est ces banques-là qui sont encore là en soutien à l'État. Maintenant que... ça doit contenir un peu parce que le Coris Bank doit aussi prendre sa part par rapport à la gestion de ces fonds. Donc nous, on aurait souhaité, par patriotisme, que les banques nationales qui n'ont jamais... qui ne se sont jamais départies de la dynamique de gestion de certaines situations de crise puissent être celles-là qu'on devrait solliciter pour cette gestion-là. Le Togo n'a pratiquement plus de banque nationale. Non, il y a la BTCI, il y a l'UTB. La BTCI et l'UTB, c'est parce qu'elles ne trouvent pas encore de repreneurs. Sinon, ça fait longtemps qu'elles seraient passées également sous pour l'instant, elles n'ont pas encore été privatisées. Mais on voudrait bien que quand même, par rapport à la situation présente où il y aura du frais dans les caisses, que ces banques nationales puissent profiter, ne serait-ce que de ce qu'elles pourraient engranger par rapport aux dépôts qu'on est en train de faire là. Maintenant, je crois que la reddition des comptes, c'est ce qui manque le plus au Togo. Les bons comptes font les bons amis, dit-on. Ça, c'est un vieux truc. Mais ici, il y a une certaine opacité qui entoure presque tout. On en fait une histoire de couvent. Seuls les initiés que vous connaissez, c'est-à-dire que ceux qui sont proches de la chose, arrivent à déterminer avec exactitude ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Alors que les Togolais, les 7 millions d'âmes que nous sommes, avions besoin des renseignements minute après minute, et puis là, on pourra se faire une idée sur l'effort que le gouvernement fait et l'effort que les Togolais même, pris individuellement, mènent par rapport à ces coups de franche qu'on doit se donner en cette période de pandémie. Donc, nous souhaiterions encore plus de transparence parce que ça s'impose actuellement. Merci. Trop de suspension. Passons maintenant à l'école, aux écoles. Non, ça c'est le problème. Oui, le problème mignon dans cette affaire, c'est que nous ne connaissons pas la composition de cette commission. Au fait, tout le débat à ce niveau. Entre-temps, nous avons vu le ministre d'État, Salita Kiesor,
qui s'est présenté, c'est comme si c'est lui qui est le président du comité. Voilà, mais les autres membres qui composent cette commission, on ne les connaît pas. Au fait, tous les débats à ce niveau, vous savez, c'est un truc national. Pour gérer ces fonds et demander aux populations de pouvoir contribuer, il faudrait qu'on puisse présenter ces membres-là d'une façon solennelle, qu'on dise, bon, voilà les compatriotes qui vont gérer ce fonds, et nous demandons aux Togolais d'avoir confiance à cette commission et qu'on puisse faire des contributions. Si aujourd'hui Tchakala dit qu'il faut il est important de faire les comptes, du moment que tu ne connais pas la commission, je ne sais pas comment cette commission-là pourra te faire ses comptes. Vous faites le débat à ce niveau. Vous parlez de Solly Tokieso, je pense même que ce n'est pas lui le président de la commission de gestion de cette affaire. Lui, il gère une sous-commission, quelque chose comme ça, de gestion de matériel destiné au personnel médical. Voilà. Donc, qui gère la commission, on ne sait pas. En fait, le grand problème, c'est ça. Vous avez le maître mot de la bonne gouvernance, c'est la transparence. Dès que les choses ne sont pas transparentes, vous avez beau crier que vous gérez bien, que c'est une bonne gouvernance, quelle que soit la communication que vous allez faire autour, dès que c'est pas transparent, ça part à volo. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation, on ne sait pas qui est le président de la commission qui gère le fonds de solidarité national décrété. On ne sait pas, naturellement, on peut, avec des grandes oreilles que nous avons, on peut écouter ici et là. Mais on ne sait pas concrètement combien il y a aujourd'hui dans la cagnotte. On ne sait pas combien a été dépensé à ce jour, alors que nous sommes arrivés à échéance de l'état d'urgence tel que décrété initialement. Qu'est-ce qui a pu amener le gouvernement à demander une prorogation à la Cour constitutionnelle, presque en catimini, parce que c'est nous les médias qui avons communiqué là-dessus. Le gouvernement, jusqu'à preuve de contraire à ce jour, n'a rien dit à ce sujet, n'a même pas confirmé avoir réellement demandé. Donc aujourd'hui, ça part dans l'opacité. Et donc, dès que ça rentre dans l'opacité, des gens sont dubitatifs, et ça ne rend pas service, alors que nous sommes dans une situation où on avait parlé, au départ de cette affaire, on avait parlé, le seul mot qu'on utilisait, c'est la solidarité. Si les citoyens aujourd'hui ne peuvent plus se sentir solidaires de ce que fait le gouvernement, je crains qu'on rentre dans d'autres situations. Merci. Il faut quand même rappeler que la coordination nationale de la riposte est présidée par le médecin colonel Djibril Mohamed, qui se fait le devoir de rencontrer la presse une fois par semaine, même s'il y a également des améliorations à apporter à ces points de presse. Passons maintenant aux écoles qui avaient été fermées le 20 mars, mais qui... dans une partie des classes, a ouvert les portes depuis, ça fait 4 semaines que les élèves en classe d'examen, CM2, première, terminale, et les classes d'examen des enseignements techniques ont repris le chemin des écoles. Jusqu'à vendredi, nous nous demandions quand est-ce que nous allions connaître les dates d'examen. Oh, ce même vendredi, le Premier ministre avait rencontré la presse pour annoncer. Eh bien, nous savons depuis vendredi les dates d'examen, CEPD, BEPC, Bac 1, Bac 2, et même les différents examens de l'enseignement technique. Nous savons même qu'il y aura examen de BTS, sauf que, dites-nous, est-ce que les établissements d'enseignement supérieur ont aussi repris les cours pour préparer les candidats aux examens de BTS? Didier Assogba? Non, on a même suivi un temps le ministre de l'enseignement supérieur rappeler les établissements d'enseignement supérieur privés à suspendre les cours parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de reprendre les cours pour le supérieur. Maintenant que le Premier ministre vient en parler et qui fixe même d'ailleurs la date de l'examen de BTS, c'est là où on se pose la question. Est-ce que les établissements de l'enseignement supérieur privé dépendent plutôt du ministère des enseignements primaires secondaires ou du ministère des enseignements des enseignements techniques et de la formation professionnelle? On se pose cette question parce que généralement le BTS et les candidats au BTS sont préparés par les établissements de l'enseignement supérieur privé. Donc, est-ce que après que le Premier ministre a communiqué la date de l'examen de BTS, est-ce que le ministre de l'enseignement supérieur va leur donner l'autorisation de reprendre les cours au niveau de ces écoles-là pour préparer les candidats à l'examen de BTS? C'est une grande question et c'est pour ça que nous disons
peut-être la communication gouvernementale, ils ont fait un effort ces derniers temps, mais il faut quand même une coordination au niveau de toutes les entités. Parce que si le ministère de l'Enseignement supérieur fait quelque chose et que quelques jours après, le Premier ministre fait le contraire, ça part dans tous les sens et les candidats risquent d'être désorientés parce que là, actuellement, ils ne font pas cours. Certes, un temps, il avait été dit qu'ils font des cours en ligne, mais tout le monde sait toutes les difficultés. Voilà, tout le monde connaît la difficulté que cette mesure subit chez nous ici avec la connexion que nous avons aussi et que tous les étudiants n'ont pas les terminaux appropriés pour suivre les cours. Et donc, c'est tout un débat. Est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur va officiellement communiquer sur la reprise des cours au niveau des établissements de l'enseignement supérieur privé? C'est une grande question que les enseignants, même des établissements là, de ces établissements là se posent, parce que depuis l'arrêt des cours, eux qui sont payés par heure non plus de salaire depuis l'arrêt des cours. Et j'ai pu écouter certains depuis le vendredi, quand le Premier ministre, suite à la communication du Premier ministre, certains sont vraiment en colère parce que ils ne sont pas toujours situés sur leur fait, les enseignements du supérieur qui travaillent dans la filière BTS se posent des questions. Les étudiants, même leurs parents, et beaucoup m'en parlent à moi, sûrement que c'est votre cas aussi. Didier le rappelait, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le professeur Akpagana, au nom de l'enseignement supérieur, rappelait aux écoles supérieures que les cours étaient interdits, les écoles étaient fermées. La semaine dernière, le Premier ministre annonce lui-même que les examens du BTS auront lieu du 28 septembre au 2 octobre. Pendant ce temps, les cours ne se font pas. Même ces cours en ligne que certains établissements organisent, Dieu seul sait que ça ne marche pas bien. Alors, Tchakala, comment est-ce que les élèves, les étudiants et les enseignants vont préparer ces examens du BTS? Bon, les examens de BTS sont censés se tenir du 28 septembre au 2 octobre. Oui. Là, ça veut dire qu'il y a encore une marge. On peut rattraper le temps, parce que d'ici septembre, c'est quand même long. On pourra faire quelque chose pour éviter la grande casse. Maintenant, s'agissant du ministre de l'Enseignement supérieur, je crois que c'est ce ministre qui a été d'une rare transparence au cours de cette crise. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Il s'est rivé le caquet. Et ceux-là qui étaient, je suis pas en train de faire la promotion de certains ministres par rapport à d'autres ici, mais on n'a pas senti cette fougue-là que les autres ministres, surtout celui des enseignements primaires et secondaires et de la formation, de la formation technique et de la chose, ont eu à faire montre au cours de cette pandémie. L'autre, Akpagana, c'est comme il est en dehors de la dynamique. Et vous comprenez que un monsieur qui s'est mis en dehors du dynamique, il faudrait lui imposer la conduite à suivre, et c'est ce que le Premier ministre a eu à faire. Parce que quand quelqu'un ne prend pas ses responsabilités, quand quelqu'un n'ose pas, il faudrait que quelqu'un d'autre aussi prenne les responsabilités. C'est ce que le Premier ministre a eu à faire à sa place. Donc, sa sortie, il doit la reconsidérer aujourd'hui et acter une reprise au niveau de ces lycées, ces universités privées qui forment les gens au diplôme de BTS. Donc, ça veut dire que on l'attend d'ici la fin de cette semaine faire des annonces fortes par rapport à la reprise, parce que les gens ne peuvent pas rester à la maison et aller composer le 28 du 28 septembre au 2 octobre l'examen de BTS. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi jusqu'à la fin de la semaine? Il faut lui donner jusqu'en fin de journée pour qu'il situe au moins les établissements là sur la reprise des cours, ne serait-ce qu'au niveau des classes de BTS. Un monsieur aussi Tation, il faudrait lui donner cette marge. Donc, à ce niveau-là, Tchakala, si à supposer que ce que vous dites est vrai, que le professeur Akpagana s'abonne un peu aux absents en termes de communication, alors si le Premier ministre lui-même s'arroge les prérogatives de son ministre et annonce la date des examens, pourquoi il ne continue pas en annonçant également que les cours reprennent dans ces écoles supérieures? Non, peut-être qu'il y a des dispositions techniques au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Quand vous voyez ce qui a été fait au niveau des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique et de la formation, ça ne s'est pas décrété comme cela. Oui.
il a fallu un travail de terrain, de fond. Il a fallu réunir toutes les équipes pour voir la faisabilité des choses. Comment disposer. Donc, je crois qu'au niveau des universités privées, on attend aussi de la part du ministre de l'Enseignement supérieur de mener ces trucs-là qui ne relèvent pas quand même d'un casse-tête. Préparer le terrain avant de choses. Donc, le ministre a donné le tempo, a donné le rythme à lui maintenant de prendre ses responsabilités. On n'est pas ministre pour se faire dicter certaines conduites à suivre quelque part. Il est abonné aux absents. Le Premier ministre a eu cette élégance-là de sauver ce qui peut l'être. À lui maintenant de prendre les dispositions avec son équipe et bon, pour que les choses aillent au mieux. Et juste rappeler, Jakala, le gouvernement, c'est quand même une coordination des différents départements. Le Premier ministre ne saurait annoncer une mesure sans s'appuyer sur le travail quand même fait par son ministre. À moins que je me trompe, Jacques Jakouti. Bon, je ne suis pas un peu d'accord avec Tchakala, parce on dit souvent qu'il y a une solidarité gouvernementale. Bon, si vous dites que le Premier ministre a travaillé en amont, ou soit que les ministres des enseignements primaires et celui des enseignements techniques ont travaillé en amont, et que finalement, la fois passée, on a vu, lors de la conférence de presse, le ministre, M. Akadéji et M. Gbagbiag assis aux côtés du Premier ministre pour la conférence de presse. Akwangana fait partie également du gouvernement. Et Akwangana n'est pas un électron libre au sein du gouvernement pour prendre des décisions hors, effectivement, de ce que le ministre peut, de ce que le Premier ministre doit faire ou dire. S'il fallait associer M. Akwangana et les autres ministres pour faire un travail scientifique en amont et venir présenter, par exemple, le travail qu'ils ont eu à faire lors de cette conférence de presse, mais c'est ce qui devait se faire. Mais aujourd'hui, dire que, bon, il faut qu'il se prononce d'ici la fin de la journée pour dire ce qu'il faut faire par rapport à l'enseignement supérieur, je crois que si on va dans ce sens, ce qui veut dire que quelque part, le gouvernement a péché. Le gouvernement a péché le fait que... le gouvernement... On va attendre que Jacques chute. C'est comme si le gouvernement a péché. C'est-à-dire que c'est comme si on prend une partie de la scolarité, et une partie, on laisse, on se dit, bon, quelqu'un n'a qu'à faire. Donc, quelque part, moi, je crois que il faudrait une solidarité gouvernementale, et il faudrait également que le Premier ministre travaille, et avec les trois ministres, pour sortir un résultat. Aujourd'hui, ils ont présenté le calendrier des examens. Mais on ne voit pas le calendrier des autres examens. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, si on va sur ce terrain, donc quelque part, on dira qu'il y a un déficit au sein du gouvernement. D'abord, Tchakala. Non, mais moi, je me retrouve pas, parce que on peut pas forcer un cheval qui n'a pas soif à boire, Mais il est ministre ou pas? Il est ministre de la République. Mais est-ce que vous voudriez que, en amont, les autres ministres ont eu à jouer à fond leur partition? Ça ne s'est pas décrété, on n'a pas claqué le doigt. Vous savez, entre-temps, les réseaux sociaux avaient communiqué la date de la reprise des cours au niveau du secondaire et consorts. Mais quand les dispositions n'étaient pas au mieux pour la reprise, on a attendu et on a dû avoir un communiqué officiel actant la reprise des cours sur le 15 juin passé, et ce qui fut effectif. Donc, on ne va pas supplier le ministre de l'Enseignement supérieur que, qu'est-ce que vous aviez eu à mener avec vos équipes techniques pour rendre possible la reprise. Donc, maintenant, on lui a tendu la perche, à lui de se précipiter et de voir la faisabilité de cette reprise. Donc, vous n'allez pas demander au Premier ministre, aux autres ministres là, de laisser leur charge et de venir s'occuper de quelqu'un. Non. Nous laissons au gouvernement et à chacun des ministres ses prérogatives. Seulement Didier Assogba, nous relayons au ministre Akwangana, au Premier ministre, à tout le gouvernement, que aussi bien les étudiants que leurs parents, que les enseignants se demandent dans quelles conditions on va pouvoir préparer les examens de BTS. Oui, autant on accuse le ministre Akwangana, autant on ne peut pas dédouaner non plus le Premier ministre. Je pense que le problème aurait pu être réglé facilement si à la conférence de presse, enfin au point de presse du Premier ministre, il y avait le ministre Akwangana. Parce que le BTS... c'est son département qui s'en charge. Et donc, je pense que la solidarité gouvernementale, dans ce cas, a manqué. Je ne sais pas ce qui peut expliquer l'absence du ministre Akwangana au point de presse du Premier ministre. Et le Premier ministre non plus, dans ses interviews d'après point de presse, n'a même pas mentionné la possibilité de reprise des cours au niveau de BTS. Donc je pense que ça n'a pas fonctionné à ces deux niveaux-là. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement
comprennent que les étudiants sont anxieux, les enseignants du supérieur privé sont dépités parce que n'ayant pas de salaire depuis le début de la suspension des cours. Oui, parce que cette affaire-là... Ils sont payés à l'heure. Oui, ils sont payés à l'heure. Donc, tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas droit au salaire, comme le dit l'adage. Donc, il va falloir qu'on corrige rapidement ce micmac-là, on va dire, au niveau de la décision gouvernementale, pour que les étudiants soient situés sur leur sort, que les parents également sachent à quelle conduite tenir dans cette affaire-là, et que les enseignants également commencent pas à réviser leurs cours à donner aux étudiants. À moins qu'on me dise que peut-être le BTS ne fait plus partie du cursus scolaire. Bon, en tout cas, oui, à moins nous parlons des étudiants. Oui, BTS, si c'est ça, oui, je serais d'accord avec Tchakala, le fait que peut-être que l'autre ne réagit pas. Mais quand on dise que d'autres ministres ont travaillé, et que l'autre, il n'a pas été associé au travail, mais c'est grave, il y a une solidarité gouvernementale. Pas travailler à sa place. Pas travailler à sa place. Non, pas travailler à sa place, parce que c'est le Premier ministre qui a organisé la conférence de presse, en présence des deux autres ministres. En fait, lui aussi devait être là. En tout cas, ce que je sais, proposé. Non, je ne crois pas qu'il n'a pas proposé. Ce que je sais, c'est que le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. C'est comme ça. Si nous parlons des étudiants en BTS, des élèves de terminale, première, troisième et CM2, et également ceux qui passent les BEP et les CAP, mais il ne faut pas non pas, il faudra également parler de ceux qui sont du jardin d'enfants au CM1, de ceux qui sont en 6e, 5e, 4e et même en seconde. Le Premier ministre avait dit que l'année scolaire ne sera pas blanche, mais ces élèves qui ne passent pas un examen, comment est-ce que se fera l'évaluation pour que nous parents, nous sachions si nos enfants reprennent leur classe ou bien s'ils montent en classe supérieure. Ça sera un peu compliqué, cette histoire. Et je crois que quand vous échangez un peu avec les inspecteurs des enseignements, ils vous diront que quand vous prenez par exemple la classe du 6e, 5e, 4e, seconde, les gens ont fait le premier trimestre et le deuxième trimestre. Certains avaient proposé pourquoi ne pas totaliser les deux trimestres et faire la somme et faire passer les élèves. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'année par exemple, le dernier examen, ça a parti du mois d'octobre, je crois. Ouais. Et la rentrée, c'est déjà le 26. Vous voyez, donc quel temps on aura, à moins que du moment où, par exemple, la 6e, c'est-à-dire les élèves de la 6e, 3e et peut-être première, dès qu'ils finissent, peut-être en ce moment, on peut faire retourner encore les autres à l'école. Et vous voyez que ce serait un peu vraiment compliqué. Vraiment pas facile du tout. Ouais. Non, mais je crois que on va devoir nous inscrire dans une dynamique. Situation exceptionnelle, il faudrait aussi des mesures exceptionnelles. Et l'année scolaire qui avait commencé en septembre n'a pas été du tout perturbée. Le premier trimestre s'est déroulé normalement, de même que le deuxième trimestre. Donc on s'apprêtait pour la dernière semaine culturelle et certains ont même déjà composé. Donc un élève qui a eu 6 au premier trimestre et au second trimestre, les examens, les compositions, les devoirs ont été faits, qui a encore 6. Bon, ce élève ne peut pas prétendre avoir 20 au troisième trimestre. Ce troisième trimestre-là avait été chaud. Donc, je crois qu'il faut faire la somme du premier et du deuxième trimestre et faire la part des choses. Donc, aujourd'hui, demander encore aux élèves des classes de passage de retourner encore à l'école, c'est une autre boîte de Pandore qu'on est en train de vouloir ouvrir. Donc, ceux qui ont eu à s'adonner à fond les premiers et deuxième trimestres, et d'ailleurs le troisième trimestre, ça fait combien de semaines? Ça ne fait pratiquement rien. On vient en avril et déjà, début mai, il y a le proba qui s'organise et là, on clôt tous les débats. Donc, je crois que le premier trimestre et le deuxième trimestre peuvent constituer à suffisance la somme à faire pour faire passer les élèves. C'est une situation vraiment difficile. Vous savez que aussi en France, un bon nombre même de bacs ont été annulés. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, ces pays-là trouvent des solutions alternatives. Courage au Premier ministre, à ses ministres, pour trouver la solution la moins mauvaise pour nos élèves. Alors, si nous parlons tant des écoles, invitons-nous également dans les temples, dans les mosquées, dans les églises. Et depuis quelque temps, Didier, vous assistez à un plaidoyer qui se fait à visage découvert
Je rappelle que le vendredi dernier, nous avons eu un invité, un anthropologue, qui plaidait ouvertement pour qu'on ouvre les lieux de culte, parce que notre invité disait que les églises, les temples sont également des lieux de régulation de la vie nationale, de tempérance. Et l'invité disait même que si le gouvernement maintenait ces lieux de culte trop longtemps fermés, cela risquerait de lui péter à la gueule. Et l'invité qui disait également que les divinités, dont ceux de Couvé, sont en vacances et vont revenir incessamment. Alors Didier, est-ce que vous plaideriez vous aussi pour qu'on ouvre les lieux de culte? Oui, j'avais eu quelques inquiétudes au départ, mais je pense qu'à l'heure actuelle, oui, il est temps d'ouvrir les lieux de culte. Il est temps parce que avec un peu de recul et quand vous examinez, on ne peut pas faire passer nos collègues pasteurs, nos frères imams pour des irresponsables au point où on craint à ce que si on ouvre les lieux de culte, que ça soit Karma la Bérésina où on va ramasser les cas par multiples de contamination à la Covid-19. Je pense que non. Il y a tellement de gens assez responsables qui savent ce pourquoi ils sont là. Et vous avez la gestion d'une centaine de personnes ou de 1000 personnes. Il y a des mesures qui sont prises. Hein. Il y a des situations, des simulations qui sont déjà faites au niveau du ministère en charge des cultes. Et il est prévu que la distanciation sociale soit respectée et que le nombre de personnes participant à un culte ne dépasse pas 100 personnes. Ça c'est une mesure qui est sur la table et il reste jusqu'à annoncer la date de reprise. Et je pense que ça traîne parce que, vous savez, comme on dit, l'éducation, on dit généralement que l'éducation, c'est à la maison, c'est à l'école, mais c'est également à l'église aussi. Il y a des situations dans la vie, c'est karma dans des églises ou karma dans des mosquées ou même dans des couvents que ça se règle. Ça ne se règle pas ni au tribunal, ni devant les commissaires. Donc, du coup, aujourd'hui, là où on est, les gens sont tellement anxieux à l'idée de qu'est-ce que le gouvernement attend pour décider de la réouverture des lieux de culte. Je pense que les mesures, les propositions ont été faites. Le ministre, je l'ai écouté, le ministre de l'administration territoriale, lui-même a envie d'aller à l'église. Il est pressé d'aller à l'église. Le ministre Boukbessi, il a carrément déclaré bon, des gens ont accusé une certaine lobby de pasteurs. Je pense que non. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un fait social. L'église est devenue un fait social. Si on laisse les marchés ouverts comme ça, je ne sais pas si tu as encore fait un tour dans les marchés, au grand marché de Lomé ici, ou même au marché de fruits ici, tout à côté. Vous allez voir ce qui se fait là-bas. Les gens ne portent pas de cache-nez. Les gens ne respectent absolument rien. Mais je crois quand même que ceux qui vont à l'église, à l'image de mon grand frère Jacques, c'est des gens assez responsables qui vont avec leur famille. Donc, ça se joue en famille, c'est la vie qui se mène. Des gens assez responsables qui vont, je ne pense pas que des gens vont aller là-bas à l'église juste pour se faire contaminer et s'exposer eux-mêmes. Donc, merci. Il est temps que le gouvernement décide de la réouverture nous savons que des rencontres régulières se mènent à un certain niveau entre le ministre Boukbessi avec son collaborateur, le directeur des cultes, et les pasteurs, les prêtres et même les prêtres traditionnels. On se serait même attendu à ce que tout cela fut réglé depuis. Qu'est-ce qui bloque que les lieux de culte n'aient pas été ouverts quelques jours après les écoles? Bon, je crois que demain, il y aura une rencontre au niveau du ministère de l'administration territoriale à partir de 9h avec les responsables des associations d'églises, les prêtres et autres. Espérons que demain, une décision peut-être prise pour qu'on puisse rouvrir ces églises. Didier parlait tout à l'heure. Ces églises, ces temples et ces mosquées. Tout, bon. Les lieux de culte. Les lieux de culte, voilà. Je crois que Didier parlait tout à l'heure des dispositions. Aujourd'hui, quand vous allez un peu partout, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, les temples, vous allez voir que la plupart de ces églises se sont déjà équipées.
sont équipés par exemple des dispositions de lavage de main, les gels et tout ça. Aujourd'hui, si je vous dis, si le gouvernement donne le temps aujourd'hui que les églises puissent commencer, les gens sont déjà prêts. Il y a certains même qui ont déjà désinfecté des églises, des mosquées, des temples. Il est important aujourd'hui qu'on puisse ouvrir. Il est important qu'on puisse aller vite. Et l'autre aspect, il est vrai que la fois passée, il y a je crois que c'était une congrégation qui avait fait la proposition qu'on puisse, quand on va ouvrir les églises, qu'on mette la police pour réguler, ne serait-ce que ceux qui ne seront pas censés de respecter les dispositifs. Mais je crois que personnellement, nous on avait balayé ça de revers de la main parce qu'on s'est dit qu'il faut faire très attention. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le couvre-feu, comment on a bastonné les gens. S'il faut mettre encore la police au niveau des églises, au niveau des mosquées, au niveau des cathédrales, pour réguler une fois encore ceux qui ne vont pas porter les masques, vous voyez ce qui peut se passer. Jacques, à ce niveau, je crois que tous les lieux de culte ont leur dispositif de sécurité. Justement. Nous, à l'Église catholique, il y a toujours une commission qui s'occupe de l'ordre de la sécurité. Est-ce qu'il faille vraiment transporter la police pour ce travail-là? Justement, vous savez, l'idée là avait quand même émergé, et je crois que depuis au sommet de l'État même, je crois que nous avons appris que le président de la République n'était même pas d'accord sur cette proposition. Parce qu'il a dit, si on ne sait pas faire, on va créer encore des foyers d'intention au niveau de ces églises. Les policiers là risquent de taper les pasteurs et les membres risquent de se retourner vers les policiers et vous voyez ce que cela pourra donner. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui de rappeler seulement aux églises, comme vous l'avez dit, dans presque toutes les églises, les mosquées, il y a des services de maintien d'ordre. Et puis l'église est organisée, il faut leur dire. L'église, c'est un lieu où il y a la discipline. On ne peut pas dire aujourd'hui aux membres de venir et de porter, par exemple, les cache-nez et les membres vont refuser. Pas du tout. Les gens vont respecter cela. Donc, il est important aujourd'hui, vous voyez, je vous avais annoncé ici, entre-temps, qu'il faut que le gouvernement puisse aller vite. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comment certains pasteurs déclarent qu'ils veulent effectivement ouvrir leur temple. Donc, il est important aujourd'hui que, vu ce qu'on a eu à faire, vu les sensibilisations, vu les dispositions que les cathédrales, les églises, les mosquées, les imams, tout ce qu'on a eu à faire, qu'on puisse passer à l'essai en ouvrant effectivement les églises. Merci Tchakala. On peut comprendre la soif du spirituel, la soif de Dieu, l'impatience d'aller communier dans nos églises, mais vous relevez une certaine vérité d'insoumission de certains hommes d'église et de mosquées. Oui, et je trouve ça inadmissible. Vous savez, depuis que l'état d'urgence sanitaire a été décrété, il n'y a jamais eu rupture entre moi, qui suis croyant musulman, et mon créateur Allah. C'est les mêmes pasteurs, c'est les mêmes imams, c'est les mêmes prêtres qui nous disent que mais partout où on est, quand on lève sa voix vers le Tout-Puissant, il nous entend. On n'a pas besoin de se retrouver dans 4 murs et de voir un monsieur devant, un imam, un pasteur ou un prêtre, avant que nos invocations n'aillent au Créateur. Donc, moi, je me dis qu'il n'y a pas urgence pour que ces lieux de culte soient ouverts maintenant. Parce que on a connu des situations. C'est vrai, on va professer que non, nous saurions prendre telle et telle disposition. On connaît un peu le Togolais. Vous avez vu, il a suffi seulement qu'on lève le couvre-feu pour voir ce qui se passe un peu en ville. On ne va pas nous dire que ces gens-là ne sont pas conscients. On ne va pas nous dire que ces gens-là ne sont pas conscients. Je me dis, partout, qu'on soit dans son champ, qu'on soit dans sa maison, on peut être écouté, entendu par Dieu. Donc, l'urgence aujourd'hui, c'est pas chose. Ceux qui viennent même à menacer, à dire que non, ils sont décidés à rouvrir, c'est des actes d'insubordination, c'est des actes d'insoumission et ces gens-là doivent être pris comme tels. C'est vrai, la faim, c'est pas parce qu'on a froid qu'on doit se jeter dans un feu. Non, il y a une question de faim. C'est vrai, les fidèles cotisent et ça sert à faire beaucoup de choses. Non, laissez-moi développer mon truc. Ça sert à faire plein de trucs. Maintenant que ces pasteurs, que ces imams, que ces autres-là souffrent, il faut que les fidèles soient en bonne santé et que ces fidèles-là vivent.
pour que la vie normale reprenne demain si on venait à rouvrir. Donc moi, si au niveau de l'enseignement, on a repris, c'est parce qu'il y a une urgence là-bas. Il faut absolument éviter l'année blanche. Maintenant, au niveau des lieux de culte, depuis qu'il y a eu Pâques, les gens n'ont pas fait ce qu'il faut faire. Chemin de croix, il n'y en a pas eu. Est-ce que pour autant Dieu a dit que non, il met en quarantaine le Togo au niveau même de... Aïrou, c'est vrai que seul vous parlez directement à Allah, je peux invoquer directement Jésus et Yahvé et être entendu, mais c'est quand même un fait social que de tout temps, les hommes se sont toujours regroupés pour prier ensemble. Oui, c'est pas. Ce n'est même pas ça. Est-ce que c'est une situation qui prévaut actuellement et on a dû arrêter ces cultes-là de façon, ces cultes de masse, ces prières de masse. Donc il faudrait attendre que tout se régularise et la vie religieuse reprendra normalement. Maintenant, quand les gens se mettent à menacer que non, ils vont rouvrir tout ça là, moi j'estime que il n'y a pas urgence actuellement. Et rien ne presse pour que on s'adonne à ça. Prions chez nous, élevons nos voix, Dieu va nous entendre. Amen. Didier? D'accord, je suis pas d'accord avec Tiakala sur un certain nombre de points. On va pas se mettre à faire des cours de théologie ici, mais justement il faut que je rappelle 2 ou 3 choses. L'église, ce n'est pas que église où on dit lieu de culte. L'église, c'est d'abord une famille. Le grand frère, et Tiakala même conviendrait avec moi, qu'il y a des gens qu'il n'a plus rencontrés à la mosquée depuis le début de cette affaire-là, et que ça le dérange. L'église, c'est une famille. C'est une communauté où des gens ont des intérêts en commun. C'est pas forcément je prie à Dieu seul. C'est pas ça la question. Hein. Il y a beaucoup d'autres enjeux là-bas. Mais d'un point de vue strictement spirituel, Tiakala, je rappelle et j'appelle à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a des choses que Dieu nous fait individuellement lorsque nous nous rassemblons. Psaume 133 je vais pas faire un culte ici, mais je donne Psaume 133 à ceux qui ont la capacité d'aller lire. Il y a des choses que Dieu nous fait lorsque nous nous rencontrons en communauté. Dieu me fera des choses pour lesquelles j'ai pas prié même en privé, individuellement. Dieu fait des choses, des mystères pour nous lorsque nous nous rassemblons. J'espère que Allah le fait aussi dans les mosquées, mais pour l'église, ce que je sais, c'est que les gens, ce que Dieu fait à l'église, ce que Dieu fait lorsque les gens se rassemblent, il ne leur fait pas ça lorsqu'ils sont en privé. Donc, il y a tellement des réalités en place. Pour finir dessus, Tiakala dit qu'il n'y a pas d'urgence. Je suis d'accord qu'il n'y a pas d'urgence. Mais nous sommes là aujourd'hui, le conseil scientifique et le comité de coordination nous dit que le coronavirus est devenu une épidémie et que nous devons vivre avec, qu'on va continuer à vivre avec. Donc, si on doit vivre avec le coronavirus, pourquoi on ferme les temples indéfinitivement en disant qu'il n'y a pas d'urgence? Puisqu'on doit vivre avec, prenons des dispositions au niveau de toutes les entités, des lieux de culte, tous les endroits en ce qui les concerne, prenons les dispositions pour qu'on rouvre les lieux de culte, qu'on rouvre également un peu partout, même les discothèques. Merci. C'est vrai que le Togo n'a pas été le premier à fermer les lieux de culte. On se rappelle comment Vatican et la Kaaba étaient vides du monde, mais ces pays reprennent progressivement, disons, les offices. Et Jacques, ce que nous mettons en place, ce que le gouvernement doit considérer, il y a cette soif qui se fait de plus en plus sentir des Togolais de communier avec le Dieu, et cela a concilié avec les mesures de sécurité et de prudence. Non, je crois que Tiakala n'a qu'à échanger un peu avec les ministres même qui sont concernés. Hein? S'il échange avec ses ministres, il saura que les ministres même ont soif à ce qu'on puisse rouvrir les lieux de culte. Tout le monde aujourd'hui est d'accord. Comme on l'a dit, vous savez, on nous a dit que nous serons obligés de vivre avec le virus. Comme on vit avec le sida, l'hépatite B, l'hépatite C. Mais il est important que nous puissions prendre les mesures. On nous a dit, avant d'aller, de toujours porter le cache-nez et installer le système de lavage des mains. Les églises ont pris toutes ces dispositions. Et entre-temps, il y a même une simulation qui a été faite de ne pas dépasser le nombre de 100 et 50 dans les églises. Selon la taille. Selon la taille des églises. Et tout ça, là, je crois que les églises ont pris ça en compte. Donc, dire aujourd'hui que c'est parce que les gens ont faim, moi, je ne suis pas d'accord sur ce genre de propos. C'est pas parce que les pasteurs ont faim et que les pasteurs crient qu'on ouvre les églises. Pas du tout. L'église, c'est une communion fraternelle. L'église, c'est là où on se retrouve
hein, et on essaie de fraterniser. L'église, c'est un lieu où on sait, et quand on se retrouve, on prie. Et tenez-vous bien, quand les gens font souvent l'apologie de le fait de dire que non, que c'est parce que les pasteurs n'ont rien à faire, les pasteurs ne trouvent plus à manger, c'est parce qu'ils crient qu'on n'a qu'à ouvrir les églises. Pas du tout. Vous savez, quoi qu'on dise dans un pays, le pilier fondamental, quand vous prenez même l'islam, le pilier fondamental de chaque sphère au niveau de la chrétienté, c'est quoi? C'est la prière. Et lorsque les frères et sœurs se rassemblent ensemble, et lorsqu'ils prient, ils demandent une chose, le Seigneur accorde. Donc je crois qu'il ne faut pas toujours dire que c'est parce que les gens ont faim, les gens n'ont rien à faire, et qu'ils crient qu'on puisse ouvrir les églises. Pas du tout. Merci, pas dans ce les sens-là. plaidoyers continuent, mais attention, on assiste un peu partout à une flambée de plus en plus inquiétante des contaminations. L'Afrique du Sud, l'Inde, le Mexique, les États-Unis d'Amérique, un peu partout, les contaminations prennent une allure de plus en plus inquiétante et il n'y a plus de personnes à l'abri. Nous apprenons que le président, notre voisin de l'Ouest, Nana Akufo-Addo, s'est mis volontairement en autoconfinement pour 15 jours. Nous apprenons que des équipes de l'entourage du président Trump des États-Unis également portent le virus. Macky Sall aussi, attention, déconfinement, mais avec prudence, avec autant que possible respect des mesures barrières. Et ces gens ne se sont pas fait contaminer à l'église. Donc, justement au Ghana, il y a les cultes ont repris au Ghana il y a bientôt 3 semaines. Nous allons suspendre là le temps de rebondir de façon plus inclusive avec nos amis auditeurs. Eh bien, autour de la table, Jacques Jakouti, Alirmour Tchakara Didi Assoba, nous avons passé au crible fin la stratégie de riposte à la Covid. Vous avez suivi. Maintenant, nous comptons sur vous pour nous enrichir en conséquence. Premier auditeur en ligne, monsieur Kodogan, si je prononce bien. Kodogan Klouché. Kodogan Klouché. Eh bien, nous vous écoutons. Ok. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire de l'autre côté. J'aimerais aller dans un sens, par exemple, l'ouverture des églises. Oui. Il faut ouvrir les églises. Je ne sais pas pourquoi les gens ont ouvert les bars dans la ville. Par exemple, vous allez dans les bars au niveau de la plage, cour des grands, hôtel de la paix. Il y a un monde là-bas, mais les églises sont toujours fermées. Et d'aucuns disent que les pasteurs ne veulent pas travailler, ils s'acharnent sur l'ouverture des églises. C'est pas ça. Nous devons appeler Dieu. On sait bien qu'on peut l'appeler à la maison, au champ, partout, mais il faut des rassemblements pour prier. Et je crois que les églises, les pasteurs sont déjà conscients qu'ils mettront des mesures barrières. Merci, ce n'est merci. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont faim qui veulent ouvrir les églises. Supposons. Actuellement, les gens ne vont plus à l'église. Les gens de pressing aussi, ils ont leur économie qui n'est plus normale. Et les cordonniers, les émigamènes qui prennent les gens pour les églises les dimanches. Vous voyez? Mais seulement les gens ne font que tirer sur les pasteurs, les diacres, ils ont fait, c'est pourquoi ils crient à l'ouverture des églises. C'est un faux problème. Merci l'ami Kodjogan. Les deux numéros 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20, 19, 68. Pendant que nous accueillons l'ami Kossi, bonjour. Oui, bonjour Saf. Oui. Et bonjour à tous les invités. Oui. Vraiment, j'écoute votre émission. C'est la première fois que j'appelle. Je voulais réagir surtout par rapport à la réaction de notre ami Tchakala. Franchement, s'il est un observateur de la situation actuelle, il ne peut pas réagir comme ça. Parce qu'il y a combien de personnes dans une église, il y a combien de personnes dans un marché. Et j'aurais aimé qu'il demande qu'on vide les marchés ou à chaque fois qu'on désinfecte systématiquement les marchés. Bon, regardez le port. Le port est peuplé, bondé. Le port travaille 24 sur 24. Tous les services de l'État, toutes les sociétés de l'État, nous travaillons. Prenez les grandes sociétés de l'État. Le Togo n'a pas connu le confinement total. Tout le monde travaille.
Les bars, Donc, en somme, vous plaidez pour l'ouverture des lieux de culte. Oui, et on doit ouvrir parce que lorsqu'on parle de prière et que les gens disent, chaque fois, les gens réalisent que non, dans ma chambre, je peux prier, mais vous devez savoir les niveaux de prière. Ça, je peux prier seul, je peux prier avec ma femme, je peux prier avec ma femme et mes enfants, je peux prier avec ma femme et mes enfants et les voisins, mais je peux m'enfermer seul et prier, mais je dois prier aussi avec les gens du quartier, je dois recourir. Merci Kossi, votre contribution qui nous enrichit davantage. Nous passons maintenant à l'ami Moufta. Bonjour. Bonjour. Oui, Moufta. Je vous félicite pour l'émission. Je vous en prie. J'aimerais juste dire à l'endroit du grand frère Lirou que vraiment les mosquées, ça nous manque beaucoup. En tant que citoyen, il y a la prière individuelle, mais la prière de groupe, il sait ce que c'est. On a fait Ramadan sans la grande prière, mais d'imaginer déjà de faire encore Tabaski sans cette prière, ça fait un peu mal. Je crois que Corona est à chercher ailleurs. Il suffit qu'on prenne les mesures barrières et tout, et puis on pourra aller prier tranquillement. Merci. Merci. Plutôt Choukran, Moufta. Amen. Oui, maintenant de Moufta, nous venons à Didier. Pas à Soba, hein? Didier en ligne, bonjour. Allô? Oui, Didier. Bonjour. Oui. Ouais, c'est monsieur Essé qui a dit. Monsieur? Essé. Essé Gogo. Essé Gogo? Ok, allez-y. Heureusement, c'est pas Mingogo. Oui, non, c'est Essé Gogo. Ok, allez-y. La loi. Ah, ok. Oui. Bon, s'il vous plaît, je voudrais demander quelque chose là-bas, parce que quelque chose ne va pas. Oui. Je vois qu'il y a certaines choses qui nous menacent et ça ne nous donne pas quelque chose de bon. Et on voit qu'un chef de village, s'il fait quelque chose que lui-même il ne se juge pas, cela veut dire que si ses enfants du village font aussi, il ne va pas les juger. Parce qu'on voit que ce que vous êtes en train de dire, c'est bon. Maintenant, notre finance, l'argent qu'on a dans ce pays, les gens détruisent l'argent là, tout ça là, on souffre l'aide plutôt non. Il y a les scanners, maintenant on demande non. Mais les gens volent, on ne les dit rien. Au moins, il faut nous faire plaider pour qu'on... Cher ami, c'est Gogo, le principe c'est que vous réagissez sur les sujets que nous débattons au jour le jour, s'il vous plaît. Oui, je vois que c'est l'église, oui, l'église travaille. Bon, mais actuellement, on voit que les pasteurs, les prêtres, tout ça là, ils sont un peu maigris parce que c'est le fond. Ils cherchent l'argent pour manger aussi. Ils sont maigris. S'il vous plaît, là, ce serait manquer respect à ces hommes de Dieu qui consacrent toute leur vie pour nous accompagner dans notre vie spirituelle. Bon, maintenant, le problème qui se pose, on voit, les mairies là, les maires des quartiers n'ont qu'à commencer, si les églises commencent, ils n'ont qu'à commencer à prendre les taxes sur les églises aussi pour que les quartiers soient évolués. Ok, liberté d'opinion, mais quand même, respect quand même de la cohésion nationale. L'ami suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est M. Hakim à l'appareil. Monsieur Hakim. Oui. Oui, allez-y. Je ne suis pas très souvent d'accord avec M. Mourou Tchakala, mais aujourd'hui, je suis sur la même ligne que lui. Les églises, c'est bien, les mosquées, ok, mais seulement, il ne faut pas qu'on les compare au marché. Parce que le marché, si on ferme le marché, c'est tout le monde, c'est nous tous qui allons commencer par crier. Bon, donc, laissons tomber cette histoire d'église qu'il faut prier, on prie chacun individuellement. Mais parce que, de toutes les manières, si on met devant la question économique, moi j'ai ma femme qui est couturière, mais aujourd'hui c'est vrai que son activité est en berne. Mais il vaut mieux être en vie, en bonne santé, que de partir rapidement en aventure. Merci. Nous respectons vos points de vue, mais nous vous rappelons que la Constitution togolaise reconnaît la liberté religieuse, la liberté d'opinion, la liberté de croyance à tous et chacun. L'État a l'obligation de veiller au respect donc de ces dispositions. Nous passons maintenant à Clarisse. Bonjour. Bonjour, Sarah. Oui. Bonjour à tous les plateaux. Oui, madame. Oui, j'interviens au sujet de l'ouverture prochaine des lieux de culte. Étant une membre d'une association de mon église très active, j'ai soif effectivement de ce qu'on ouvre très rapidement les lieux de culte.
Cependant, il est à remarquer que la plupart des négationnistes, ceux qui nient l'existence de la maladie, sont des membres d'église qui croient qu'en priant Dieu ou qu'en ayant la foi, on ne peut pas être atteint par le Covid. Donc, ouverture bien sûr, mais vigilance au niveau de l'État, du gouvernement, pour scruter effectivement la mise en pratique des mesures barrières. Voilà, c'est important. Merci. La plupart des négationnistes sont des gens qui croient qu'en ayant la foi, on ne peut pas attraper le Covid. Merci à vous. Merci madame. Je rappelle que nous n'avons pas parlé que de l'ouverture des lieux de culte. Il y a plein d'autres sujets. Les examens que vont passer nos enfants, cela aussi pourrait nous intéresser. Le suivant en ligne, c'est Karim. Bonjour. Bonjour, c'est Karim depuis Supetako. Oui, allez-y. J'ai une question à poser à Rirou là. Donc, je voulais lui demander, est-ce qu'il est un vrai musulman ou bien il a fait... Non, Karim, nous sommes dans un débat d'idées. Chacun a la liberté de dire ce qu'il pense. L'essentiel est qu'il argumente. Ok, ça, je vous comprends. Merci, Karim. Bon, ça, je passe. Maintenant, au niveau de l'école. Maintenant, on dit, je voulais vous demander, voir si les gens qui font seconde, sixième, ce que le gouvernement doit faire, on sait qu'eux, ils ne peuvent pas reprendre les classes. Donc, il faut que le gouvernement, s'il n'a rien fait, il faut qu'il saute les classes pour tout le monde, et c'est mieux. Pour tout le monde. Oui, on a qu'à les sauter les même classes. ceux qui ont, même les élèves qui ont eu 5 ou 6 au premier, deuxième trimestre, on les fait passer aussi. Oui, on les saute les classes. Sinon, on n'a qu'à faire l'examen pour eux. On ne peut pas les laisser l'année blanche. Ça ne serait pas bon. Il faut qu'on saute les classes à tout le monde, et c'est fini. Merci. C'est votre opinion, vous l'avez exprimée librement. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour, ça. Papa Sordine. Oui. Oui. Je vous salue. Nous vous saluons aussi. Merci. Ce que moi j'aimerais dire, il y a certaines personnes qui croient que, bon, quand on ouvre les églises, on oublie les lieux de culte, on oublie Dieu. Non. Dieu, lui, voit au fond, même quand nous prions, dans nos coins, c'est-à-dire dans le coin de notre chambre, Dieu, il nous voit et il nous entend. Dieu, lui, voit même une fourmi, si petit qu'il soit, une fourmi noire, sur une terre noire. Alors, est-ce qu'on laisse Dieu regarder notre cœur ou bien nous ouvrons les églises pour aller prier ensemble? Non, si le gouvernement voit qu'il est temps d'ouvrir les lieux de culte, il n'a qu'à le faire. Et qu'il n'oublie pas aussi les prêtres traditionnels. Merci, bonne enfin, journée. nous plaidons pour toutes les croyances. Voilà. Toutes les croyances. Voilà, bonne journée. Merci, Papa Sordine depuis Amoudivé. Je rappelle qu'on a parlé de l'état d'urgence qui a prorogé, même si quelques mesures socio-économiques ne sont plus à l'agenda, les examens de fin d'année, le sort des élèves qui sont dans les classes intermédiaires. Comment faire tout ça pour que tout le monde ait le sourire quand nous aurons vaincu définitivement le coronavirus. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Agbehon Datiego. Ah oui, allez-y, Agbehon. Oui, c'est proposition par rapport aux élèves de classe non-examen. Des propositions à faire, soit le gouvernement décide de faire passer tout le monde, ou on considère tout simplement la plus forte moyenne des deux. Premier, deuxième trimestre. Merci, c'est tout. Je vous en prie. Les ministres, les inspecteurs, je sais qu'ils y travaillent. Et dans les jours à venir, on pourra être situé. Le suivant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sarr. Oui. C'est abonné. Abonné, allez-y. Moi aussi, je veux plaider pour l'ouverture des églises. C'est vrai que nous prions dans nos chambres et que Dieu est avec nous, même si nous sommes aux toilettes. Mais il faut remarquer que, comme bien nos oncles ont dit, nous n'avons plus la psychose. Il y a beaucoup de bruit autour de vous là-bas. Ça peut aller? Allez-y, on va voir. La première psychose qui concernait à faire croire que le coronavirus ne peut pas être guéri, le coronavirus est une pandémie mortelle, le coronavirus est une psychose qui terrasse. Nos docteurs nous l'ont montré en guérissant 424. Et on a laissé ouvrir les marchés. Ensuite, on a laissé ouvrir les
les bars, ce qui m'énerve beaucoup plus. Et là où on doit prier pour que Dieu puisse encore faire faveur en nous guérissant de plus, on laisse ça fermer. Plutôt, moi, je recommande au ministère qui s'occupe des cultes de faire une visite de terrain pour savoir s'il y en a des églises qui doivent avoir d'autres mesures plus spécifiques avant leur ouverture. Merci. Merci beaucoup, abonné. Merci d'avoir fait bref et laisser la place au suivant déjà qui est en ligne. Bonjour, c'est Émile? Oui, c'est Émile Vincent de Ramcoté. Oui, allez-y, Émile. Je salue tout le plateau. Merci. Excusez-moi de rebondir sur la pandémie sanitaire là. Oui. Je vous en prie, si moi par exemple je demande ou bien je souhaiterais que les églises ou bien les mosquées reprennent, j'aimerais vous dire que actuellement, si nous parlons de la vie dure, difficile dans notre pays, que ça ne va pas, ce n'est pas seulement l'ouverture des églises. Le regroupement en général interdit ce que ça cause dans notre société. Je vais vous le dire. Par exemple, au niveau des couturiers, des couturières, au niveau de celles ou ceux qui vendent les tissus, les chaussures, tout ça là, ce n'est pas seulement les églises, c'est-à-dire les gens prennent que... Donc, vous nous exhortez à la prudence et au respect des gestes barrières, c'est ça? Allô? Oui. Donc, vous nous exhortez au respect scrupuleux des gestes barrières. Oui. Ok. Ce que je voudrais dire est que, comme votre vient de le dire, l'église est tellement ordonnée, quand elle enseigne qu'il y a la sécurité au niveau des églises. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ouvrir les églises. Merci. Que vous n'êtes pas encore, c'est-à-dire, vous n'êtes pas là, vous êtes en retard, oui. Les sécurités vous bloquent. Merci. Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas surveiller les cache-nez et le lavage des mains? Merci Émile d'enrichir le débat. Nous passons Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Oui. Vous savez, à tout seigneur, tout honneur. Ce que je voudrais dire, il n'est pas question d'attaquer un journaliste ou non. Oui. Pourquoi le journaliste le dit? Donc, Tchakala, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le gouvernement a décidé de fermer telle ou telle structure? Monsieur Saf, venez voir, je suis dans une rue, tous ceux qui passent n'ont pas porté de cache-nez. Je vous assure, je suis dans la rue de président Agoyomela, qui quitte la pharmacie Jolet jusqu'au fond là. Oui, je connais bien le quartier. Même les revendeuses, certaines revendeuses. Vous voyez? Donc, il faut que les mesures, le gouvernement, lui sait pourquoi, c'est lui qui sait pourquoi il a demandé de fermer. C'est à lui de prendre les dispositions pour les ouvertures. Merci. Moi, je suis musulman, je ne peux pas demander qu'on ferme la mosquée, mais c'est pour une raison qu'ils ont fermé. S'ils voient que les solutions, ils ont trouvé les solutions, quitte au gouvernement d'ouvrir, ou bien d'ouvrir les églises, ou bien même les couvents. Merci Papa Sibiti. Mais notre devoir, c'est donner aussi, c'est faire aussi écho au plaidoyer de ceux qui souhaiteraient que ces lieux soient ouverts le plus tôt possible. Un ultime auditeur qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sall. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kossi. Monsieur Kossi. Oui. Oui, allez-y. Bon, concernant les classes non examen là. Oui. Ouais, moi, je pense que l'État maintenant, comme cette situation particulière qui est arrivée, dans cette équation, on associe les deux trimestres et on fait la différence. Ça ne va pas arranger certains élèves.
Donc, parce que certains élèves peuvent travailler plus sur le troisième trimestre, le troisième trimestre. On fait comment alors? Donc actuellement, là, l'État prend une décision et dit ok, tous les élèves passent en classe supérieure. Et là, concernant les ouvertures des églises, moi, je suis d'accord avec M. Aliou Chakara. Merci. On fait passer tous les élèves à la ligne. Oui. Vous ne pouvez jamais imaginer. Dans les églises, c'est plus encombrant qu'au marché. Vous trouvez vraiment? Oui, absolument, parce qu'aucune église ne peut accepter aller chanter les cachinés à la bouche. Merci. Le débat reste ouvert. Ce ne sont que des pistes que nous traçons ici. Merci de respecter l'avis de chacun, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Didier Assogba, on fait le tour pour décrypter en une minute ce que les auditeurs nous ont dit. Oui, pour faire simple avec le dernier auditeur, c'est-à-dire, il dit que les gens ne peuvent pas aller chanter avec les cache-nez. Non, il y a des outils aujourd'hui. Il n'y a pas que le cache-nez. Quand on est en public, on veut parler. Il y a des outils aujourd'hui qu'on porte sous forme de chapeau et qui recueillent. C'est-à-dire que la salive, pour que la salive n'aille pas loin, il y a des outils aujourd'hui que des gens portent pour parler. Nous-mêmes, journalistes, si on peut en trouver sur le marché togolais, le problème, c'est que les frontières sont fermées. Mais ailleurs donc, il y a des outils aujourd'hui. Dites tout simplement à l'auditeur que nous animons cette émission en portant les cache-nez. Nous portons cache-nez dans le studio ici, mais s'il se plaît pour les églises, il y a des outils que des gens portent pour chanter et pour ne pas déranger les autres avec les salives. Donc, aujourd'hui, je ne crois pas que le problème est là. Donc, l'église, c'est un peu comme... Pour faire simple, pour ceux qui s'inquiètent, l'église, c'est pas les pasteurs, qu'est-ce que le pasteur va manger. Oublions ce débat. On a dit que c'est une famille, c'est une communauté, mais c'est aussi comme le football, le match de football. Vous avez les abonnements Canal Plus chez vous, mais si vous le regardez le match Real Barça seul, vous n'avez aucun plaisir, aucun désir. Mais allez le regarder entre amis. Mais c'est le même match, mais quand vous le regardez entre amis, c'est autre chose. Donc, au football, voilà, pour finir avec l'éducation, vous avez déjà épuisé votre minute. Je crois que non plus on ne peut pas faire passer tous les élèves. Aliou Chakala, une minute. Oui, je confiais à un de mes collaborateurs avec qui j'allais tous les vendredis faire la prière de Juma, que Juma me manque énormément. J'étais sérieux. Je ne sais plus ce que je fais de mes vendredis, parce que ça me manque. Mais moi, je me dis qu'il faut mettre la vie au cœur de tout, la vie et la santé. Donc, peut-être que mes propos ont eu à heurter certains, mais je veux qu'on rouvre les lieux de culte, mais le gouvernement a décrété cela. Donc, c'est au regard de certains indices concordants dont disposerait le gouvernement que ces lieux de culte-là pourront être rouverts. Pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert. Prions chez nous, portons haut nos voix vers le Créateur pour que ce mal-là puisse être conjugué au passé. Et par rapport aux examens, j'exhorte nos enfants, nos jeunes frères, à continuer d'être prudents, respecter les mesures barrières pour que l'année puisse finir sans qu'on observe de très grandes contaminations. Merci. De la prière de vendredi Djouma, nous saluons une chère amie, Djoumaï, elle sait se reconnaître. Jacques Diakouti. Non, ça juste dire aux uns aux autres d'éviter souvent de taxer les pasteurs, les prêtres comme des affamés. Comme si on a fermé les cathédrales, on a fermé les mosquées, on a fermé les églises. Les pasteurs, les prêtres et les imams ont faim. C'est pourquoi ils demandent à ce qu'on puisse ouvrir les églises. Et les mosquées et les cathédrales, pas du tout. Je crois que quand on va à l'église, on prie à Dieu. Et c'est une communion fraternelle lorsqu'on se retrouve ensemble. Chakala disait tout à l'heure qu'on peut rester prier, demander la santé. Tout ça, la santé, c'est Dieu qui donne la santé. La vie qui donne la vie, c'est Dieu. Quand on parle aujourd'hui du Covid, les médecins traitent, mais qui guérit? C'est Dieu qui guérit. Donc je crois qu'il faut éviter d'heurter souvent les maîtres des pasteurs et des prêtres pour dire c'est parce qu'ils ont faim et c'est pourquoi ils crient qu'on ouvre les églises et les mosquées. Pas du tout. Merci. Didier a tout dit. L'église, la mosquée, c'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement le prêtre, c'est pas seulement l'imam, c'est toute la communauté, c'est toute la famille de Dieu, comme nous disons à l'église catholique. Carton de fin d'émission, Chakala?
Vous êtes la grande vedette de l'émission, malgré vous aujourd'hui. Non, mais j'assume toujours mes propos. Je ne lis jamais ma langue pour faire plaisir à X ou Y. Je dis ce que je sens, mais mon carton, je n'ai pas de carton. Merci de passer, Didier Assopa. Je dessine un carton vert chlorophylle à Lirou Tchakala. Mais pourquoi? Non. Il a fait quoi pour mériter ça? Pour son courage qu'il a eu d'assumer sa position jusqu'à la fin. Jacques Jacouti? Non, pas de carton, mais souhaiter à ce que la fumée blanche sorte demain au cours de la rencontre dans le ministre de l'administration territoriale. Amen. Et les responsables des carton de cœur, carton de fraternité à mes parents de Hautoué. Ce que nous avons fait hier, c'est beau. Nous allons nous retrouver le premier dimanche du mois d'août. Si nous continuons comme ça, nous allons bâtir un temple très bientôt chez nous. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, mardi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien.